Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du CSA, monsieur le président de France Télévisions, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ces assises de l'audiovisuel. Je sais que l'ensemble des professionnels du secteur en attendent beaucoup et je suis certaine que cette journée va être riche d'échanges et d'enseignements. Je veux remercier dès à présent l'ensemble des intervenants des tables rondes qui ont accepté de se libérer pour débattre des enjeux de l'audiovisuel français et nous apporter des éclairages qui seront, c'est certain, d'une grande qualité sur l'ensemble des questions qui ont été soulevées. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui participeront au débat, car leurs échanges avec les intervenants permettront aussi de nourrir notre réflexion commune. Alors vous le savez, si j'ai souhaité organiser ces assises, ce n'est pas seulement pour mieux débattre sur les tendances de fond du secteur, mais aussi pour tirer profit de ce débat, pour engager des réformes qui sont nécessaires et qui sont maintenant urgentes. Et il n'est pas question, évidemment, d'avancer sur ces réformes sans vous, sans les professionnels qui faites vivre le secteur culturel au quotidien, et qui êtes les mieux à même de porter un diagnostic, bien sûr, sur les difficultés que vous rencontrez ou sur les évolutions que vous pouvez souhaiter. Un diagnostic qui est forcément nuancé et différencié selon les points de vue. Mais en tout cas, les échanges que j'ai pu avoir avec bon nombre d'entre vous, à travers notamment les assises du cinéma ou à travers les travaux de la mission que j'avais confiée à Pierre Lescure, témoignent d'une grande maturité du secteur sur les sujets importants et stratégiques, et aussi d'une volonté partagée de ne pas rester sur un statu quo qui serait évidemment mortifère avec les évolutions technologiques que nous connaissons. Donc, je suis la méthode qui est inspirée, bien sûr, et privilégiée par le président de la République et le Premier ministre, à savoir concertation et dialogue. C'est comme ça qu'on peut bien conduire le changement. Et c'est comme ça que nous conduirons les réformes structurelles dont le secteur a besoin. Tout d'abord, cette concertation, elle intervient après une année qui a été celle du bilan, de la réflexion, de la définition des priorités, et à commencer par la mise en œuvre de certains grands engagements du président de la République. D'abord, et c'est la raison pour laquelle je vous quitterai avant 10 heures, je vais présenter en Conseil des ministres ce matin le projet de loi qui est relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public. Il était en effet prioritaire, avant toute autre réforme, de restaurer les garanties de l'indépendance. Donc je vais présenter cette réforme majeure qui va rendre au CSA la compétence de nomination des présidents de l'audiovisuel public. Ce mode de désignation va permettre de garantir cette indépendance dont le président de la République a fait l'une de ses priorités. Ces nominations seront faites par un CSA, et je remercie les membres du CSA que je vois parmi nous ce matin, par un CSA qui sera lui-même profondément renouvelé dans son mode de désignation, puisque le projet de loi prévoit de moderniser le mode de nomination des membres du collège, toujours afin de renforcer leur indépendance. Le collège du CSA va donc passer de 9 à 7 membres et il sera principalement composé de membres nommés par le Parlement, puisque 6 de ces 7 membres seront nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, au terme d'une procédure inédite qui va permettre de dépasser les clivages politiques, puisque les 6 membres nommés par les présidents de chaque assemblée le seront après un avis conforme des commissions des affaires culturelles de chacune des 2 assemblées, avis conforme à une majorité des 3/5, ce qui nécessitera forcément l'association de l'opposition parlementaire. C'est donc un mécanisme de nomination totalement inédit dans nos institutions de la Ve République, puisque c'est un avis conforme positif à une majorité des 3/5. Ce qui avait existé par le passé, c'était la possibilité d'un veto à une majorité des 3/5, à savoir quelque chose d'assez inatteignable. Là, au contraire, c'est une garantie essentielle à la vie d'une démocratie moderne pour un secteur qui nécessite des dispositifs spécifiques, puisque ce secteur n'est pas seulement symbolique, il repose aussi sur le pluralisme et la liberté d'expression, et ce secteur, c'est l'audiovisuel. Ce mécanisme va permettre de dégager des accords qui dépasseront les clivages partisans autour de personnalités reconnues pour leurs compétences. Le deuxième point, c'est que cette loi,
Elle établit donc les fondations solides d'un travail de modernisation que j'entends poursuivre, de modernisation structurelle. Nous avons déjà organisé la réflexion sur les enjeux auxquels l'audiovisuel est confronté et qui appellent des décisions réfléchies. La demande du Premier ministre d'organiser en août dernier un travail sur l'opportunité de rapprocher le CSA et l'ARCEP a été un premier temps d'analyse qui était nécessaire. Cette réflexion a été conduite par le ministre du redressement productif, la ministre chargée de l'économie numérique et par moi-même. Elle avait pour objet de répondre au phénomène de convergence des infrastructures numériques, des services et des contenus qui sont acheminés par ces infrastructures numériques. Nous avons donc échangé avec les professionnels, bien sûr, mais aussi avec les parlementaires, et un consensus est apparu, puisque les bouleversements en marche ont semblé ne pas nécessiter une réponse qui soit strictement institutionnelle, mais bien une réponse de fond, qui, elle, est indispensable. Donc le gouvernement a décidé sur cette base de compléter cette première étape de réflexion par un temps essentiel donné à Pierre Lescure et à son équipe pour vous entendre et pour dégager des propositions sur un champ de réflexion qui était cette fois beaucoup plus large. La mission sur l'acte 2 de l'exception culturelle a été, dans ce contexte, un moment riche, indispensable, précieux et fructueux. Vous le savez, les propositions qui en découlent visent, s'agissant de notre ordre du jour, précisément d'aujourd'hui, à modifier notre manière de penser la régulation des services culturels à l'ère numérique. Et je suis convaincue que porter les valeurs de l'exception culturelle qui ont tant apporté à notre démocratie, bien sûr, mais aussi à notre économie, cela suppose de revoir les équilibres et les outils. Cette proposition, elle ouvre donc des voies de réflexion nouvelles sur lesquelles, avant de décider, le gouvernement veut recueillir les opinions au sein de chacun des secteurs concernés. Et donc, je l'avais annoncé lors de la remise du rapport Lescure, c'est l'objet de ces assises aujourd'hui que de pouvoir engager le travail très opérationnel sur le secteur de l'audiovisuel. Nous avons donc un temps désormais resserré de concertation que nous allons conduire en parallèle de l'expertise technique sur les propositions de la mission. Et cette expertise technique, elle a commencé depuis le 20 mai. Je souhaite donc qu'aujourd'hui, par ces assises de l'audiovisuel, nous ouvrions ensemble une phase nouvelle. Il faut agir avec vigueur, avec énergie, face à un monde en pleine mutation. Il y a différents discours qui ont été tenus face à ces mutations technologiques et économiques. Et évidemment, ces discours, parfois, sont contradictoires. Je ne doute pas qu'ils vont avoir lieu et se dérouler au cours de la journée. Certains, notamment en Europe, on le sait, considèrent qu'il convient tout simplement de libéraliser complètement l'audiovisuel pour assurer la compétitivité de quelques grands acteurs qui pourraient émerger de cette jungle, des acteurs nationaux ou européens, dans un univers globalisé, et en considérant finalement qu'il nous est impossible d'appliquer un haut niveau d'exigence culturelle auquel ne sont pas soumis les concurrents étrangers. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces arguments, ce sont exactement les mêmes que ceux qui ont été portés à chaque étape de la modernisation, de la régulation du secteur culturel et audiovisuel, et y compris, bien sûr, quand nous vivions dans un univers uniquement analogique. Donc le gouvernement et moi-même, vous le savez, nous ne partageons pas cette analyse, bien au contraire. Moi, je reste convaincue que mettre dans un excès d'obligation, de faire peser sur un excès d'obligation tous les maux qui pèseraient sur les acteurs français ou européens en les empêchant de concurrencer des acteurs établis hors de France et notamment anglo-saxons, cela relève d'une analyse totalement biaisée, à la fois d'un point de vue, bien sûr, culturel, philosophique, mais aussi d'un point de vue économique. Pour moi, c'est notre système de régulation qui fonde d'ailleurs l'exception culturelle appliquée à l'audiovisuel, qui fait notre spécificité, notre qualité et donc notre compétitivité. D'autres font porter la responsabilité des difficultés du secteur à la seule crise économique, qui conduit donc à une contraction du marché publicitaire que vous connaissez pour les médias traditionnels.
Alors toutes ces questions sont légitimes, et je ne dis pas qu'il ne faille pas réfléchir là-dessus, au contraire, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, mais elles doivent être abordées aussi dans un contexte global. Nous devons prendre la mesure du caractère exceptionnel de la situation actuelle. L'audiovisuel français et l'audiovisuel européen, d'ailleurs, se trouvent à un tournant. Les changements à venir doivent donc s'inscrire dans une réflexion globale qui permette de remettre au centre du débat d'abord l'ambition politique que nous avons en France, qui est l'accès de tous à une télévision de qualité, qui privilégie la diversité et le pluralisme, bien sûr. D'autre part, le dynamisme et l'esprit de responsabilité des acteurs du secteur. Nous avons un impératif, c'est là encore d'aller plus loin qu'une simple mise à jour du cadre législatif et réglementaire. Il y a des défis extrêmement importants. La révolution numérique est une révolution des usages et une révolution aussi du modèle économique sur lequel repose notre système audiovisuel. Donc il faut repenser le modèle, le faire évoluer et travailler là encore dans un esprit à la fois de confiance, de sérénité, certains des valeurs et du socle sur lesquels nous fondons notre réflexion, en même temps un esprit de responsabilité pour faire face à ces défis, pour préserver et développer encore la capacité de la France à innover dans ce secteur. Par ailleurs, évidemment, notre réflexion d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans un contexte international extrêmement sensible. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que la défense du secteur de l'audiovisuel, sa promotion, ne s'envisage pas sans la défense de l'exception culturelle au niveau international. Et je veux rappeler extrêmement fermement devant vous l'engagement du président de la République et du gouvernement français de défendre l'exclusion des services audiovisuels du mandat de négociation qui sera confié le 14 juin à la Commission européenne dans le cadre de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est une position extrêmement ferme, extrêmement forte, sur laquelle nous avons eu le soutien d'un certain nombre de ministres de la culture d'autres pays européens, le soutien bien sûr de bon nombre de professionnels de la culture et de l'audiovisuel qui se mobilisent chacun dans leur pays, mais aussi à l'échelle européenne et qui seront encore présents le 11 juin prochain à Strasbourg pour une initiative forte. Cette position, évidemment, elle est une position forte de la France, mais ce n'est pas une position contre les États-Unis, et vous avez pu le voir notamment récemment. Nous avons aussi eu le soutien d'un certain nombre d'acteurs et de professionnels américains qui entendent et qui comprennent cette exigence européenne du maintien de l'exception culturelle au service de la diversité culturelle. Ces questions, elles sont centrales, elles sont le cadre général qui sous-tend les débats d'aujourd'hui. Ces débats, ils vont être organisés autour de 4 tables rondes qui vont chacun présenter un élément de la réflexion sur l'avenir de l'audiovisuel. Ce sont les thèmes très opérationnels sur lesquels le gouvernement entend agir. Il ne s'agit donc pas simplement entre nous d'échanger des idées, des analyses, des retours d'expérience, mais bien de faire émerger des exigences et des propositions très concrètes pour améliorer à une échéance brève. C'est-à-dire que je souhaiterais que cela puisse déboucher sur des évolutions réglementaires et législatives à un horizon d'1 an. Donc il s'agit d'être extrêmement opérationnel pour permettre une action concrète. La matinée, elle sera consacrée au développement des usages audiovisuels sur les terminaux qui sont connectés à Internet et à leur impact sur les acteurs traditionnels du secteur audiovisuel. Vous le savez, aujourd'hui, c'est cette fameuse révolution numérique qui nous permet d'avoir accès à des services, à des contenus audiovisuels par d'autres canaux que les canaux traditionnellement, économiquement et sur le fond régulés. La première table ronde, elle va donc permettre d'échanger sur les évolutions de la régulation, justement, audiovisuelle à l'heure d'Internet, sans renier toute ambition politique, bien au contraire. Comment peut-on adapter la régulation
à l'audiovisuel qui est reçu sur des terminaux connectés à Internet. Dans l'hyper-offre que permet Internet, comment assurer la place des créations françaises et européennes? Nous nous situons évidemment là dans la suite directe du rapport sur l'acte 2 de l'exception culturelle. Ce sont des pistes nouvelles, tout à fait nouvelles, adaptées à l'ère du numérique qu'il faut envisager, une forme de co-régulation à travers un mécanisme de conventionnement volontaire des services culturels numériques, comme le propose le rapport Lescure. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est opérationnel? Comment faire? Comment mettre en avant ensuite les services qui auraient été agréés par ce type de conventionnement? Est-il possible d'intégrer les acteurs qui sont implantés à l'étranger dans cette régulation nouvelle? Et cela passe-t-il nécessairement par une adaptation des règles communautaires? Toutes ces questions-là se posent et feront partie des sujets dont vous aurez à débattre. En gros, ce qui est essentiel, c'est de dire que nous n'allons pas calquer sur l'univers numérique la régulation qui existe et à l'ère uniquement analogique, mais nous allons bien inventer ensemble de nouveaux outils totalement adaptés à ce nouvel univers numérique. La seconde table ronde va permettre d'examiner l'avenir de la diffusion hertzienne de la télévision. L'accès pour tous, anonyme et gratuit, à une offre de services de télévision de qualité a été au cœur de la décision des pouvoirs publics de lancer en 2005 la TNT, la télévision numérique terrestre, qui a pris donc le relais de la diffusion terrestre historique en mode analogique. Et maintenant, la TNT couvre 97% de la population et elle demeure de loin le premier mode de réception de la télévision. Donc la TNT, qui est forte de cette popularité, de ce succès, de son adoption massive, doit continuer de proposer des services innovants afin de répondre aux acteurs économiques, mais surtout, bien sûr, à l'ensemble des téléspectateurs, et notamment les plus fragiles, et les plus sensibles, et les plus éloignés aussi d'entre eux. Donc rappelons aussi que la TNT, au travers des chaînes de télévision qui sont autorisées par le CSA, sur cette ressource rare, que sont les fréquences, c'est le socle de financement de la création audiovisuelle et de leur diffusion en France. Et cela implique, bien entendu, là aussi, un certain nombre de réflexions pour voir comment maintenir cette nécessité de financement de la création à l'ère du numérique. L'après-midi va être consacré aux perspectives économiques du secteur audiovisuel, là aussi autour de 2 tables rondes. Première table ronde permettra d'aborder les possibilités d'évolution du financement de la création audiovisuelle par les chaînes de télévision. Il y a eu un rapport du CSA qui a été piloté par Madame Mariani Ducré sur la mise en œuvre des obligations de production issues de la réforme de 2010. Il y a eu un rapport parlementaire au Sénat, celui de Jean-Pierre Plancade. Ces 2 rapports, ces 2 travaux ont ouvert certaines des pistes, parfois stimulantes, parfois polémiques. Moi, je veux saluer le travail qui a été effectué, qui nourrit notre réflexion et qui va nourrir un débat nécessaire et riche. Ces réflexions, elles montrent aussi combien le sujet est sensible, combien il est complexe, et pour avancer d'une manière constructive et sereine, je souhaite que d'ores et déjà vous annoncer, et sur ce point précis, voilà, c'est une annonce que j'ai à faire dès maintenant. Pour le reste, je vous laisserai bien sûr débattre et je ne vais pas préjuger de vos débats. Mais sur ce point précis, je pense qu'il est indispensable d'avoir un échange approfondi et suivi avec les professionnels. C'est pourquoi j'ai décidé de confier une mission à Laurent Vallée, qui est ici présent, le directeur général de l'IFSIC, pour lui permettre d'entendre les positions de tous et pour qu'il puisse, en travaillant bien sûr étroitement avec les services du ministère et la DGMIC, dirigée par Laurence Franceschini, qu'il puisse me faire des propositions qui prolongeront donc les travaux que je viens de mentionner. Enfin, la seconde table ronde de l'après-midi, elle portera sur les conditions de financement et de développement des services de télévision, quel que soit leur modèle économique, donc les chaînes publiques comme les chaînes privées. Je sais que la conjoncture est extrêmement difficile
Et pour les financements privés de l'audiovisuel, c'est le cas aussi. Mais bien sûr, pour les financements publics, j'en ai tout à fait conscience. Je ne doute pas donc que ces difficultés dans lesquelles nous nous trouvons seront aussi l'un des stimulants de la réflexion de cet après-midi. Ces assises sont un temps fort pour nous tous. Il n'y a pas de sujet tabou. Toutes vos contributions sont donc attendues, précieuses, utiles à la construction de l'avenir de notre secteur. Je sais que vous en avez conscience. Avant de démarrer, je souhaite vous redire combien vous êtes tous ici présents, indispensables au dynamisme, à la vitalité, à la créativité qui caractérise notre système audiovisuel. Toute décision concernant une branche a des effets sur l'ensemble du secteur. Et je sais pouvoir compter sur vous pour aborder ces débats avec toute la hauteur de vue nécessaire, en prenant en compte l'intérêt économique du secteur audiovisuel dans son ensemble, son rôle aussi dans l'intérêt général, dans une société démocratique, sans privilégier ou faire prévaloir tel ou tel intérêt particulier, même si évidemment vos points de vue seront nourris de vos expériences individuelles et particulières. Et c'est ce qui fera la richesse des débats d'aujourd'hui. Quand je dis cela, j'ai beaucoup parlé d'audiovisuel. Je n'ai pas parlé de la radio d'une manière spécifique. Elle est aussi engagée dans les mutations numériques. Le président Cluzel l'a rappelé dans son propos liminaire. Elle est donc aussi concernée par les débats d'aujourd'hui, mais il y a certaines spécificités qui sont vraiment propres à la radio, qui méritent une réflexion à part. Et donc c'est pour cela qu'il y aura à l'automne un autre moment de débat qui sera consacré spécifiquement à la radio, où nous retrouverons un certain nombre d'entre vous, bien évidemment. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée de débat et de travail. Je suivrai, même parfois à distance, au cours de la journée, vos échanges. Et je vous retrouve en fin de journée pour la conclusion de nos travaux. Merci beaucoup.